Je rends des livres et je ne sais même plus quel est le numéro car je n'ai pas vérifié. Aujourd'hui, je suis à l'université, presque tous les bureaux sont occupés. J'ai dû en squatter un qui est un peu dissimulé, mais qui est tout près d'une salle, et vous entendez peut-être ça, où est diffusé un film de rentrée à des étudiants. Donc je suis à la bourre, j'ai pas pu vérifier le numéro d'ordre. Et surtout, il faut absolument, parce que c'est vraiment la limite, que je rende tous ces livres que je n'ai pas prolongés. Et suivant le principe de je rends des livres, je vais vous les montrer rapidement avant de les rendre, mais cette fois-ci vraiment rapidement, sans prendre le temps nécessairement d'en parler plus en détail. Alors il y a toute une série de livres que j'avais empruntés cet été pour commencer à préparer mon cours d'agrégation sur les journaux de voyage du capitaine Cook. J'avais réemprunté le texte du voyage autour du monde de Bougainville. On connaît très bien le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, mais on connaît moins parfois le texte du voyage autour du monde. Et j'ai pu le parcourir pour vérifier certaines choses en fonction de ce que j'avais lu par ailleurs. J'ai emprunté ce petit ouvrage de vulgarisation de la collection, la très jolie, moi j'aime beaucoup, la collection Découverte Gallimard, les découvreurs du Pacifique. Et c'est tellement bien fait qu'en fait je viens, avant de le rendre, de photocopier et de scanner 2 chapitres consacrés à Bougainville qui je trouve font très très bien la synthèse et proposent une iconographie extrêmement riche. Et donc c'est une sorte de premier point d'entrée. En français certes c'est le problème, mais que je proposerai vraiment à mes étudiants d'agrégation parce que c'est très très bien. Toujours dans le cadre de la préparation de mon cours d'agrégation sur les journaux du capitaine Cook, ce voyage en Polynésie, anthologie des voyageurs occidentaux de Cook à Ségalène, dans la collection Bouquin Lafond par Jean-Jo Semla, avec un avant-propos et une introduction très intéressante, et puis des extraits de textes, soit évidemment par des voyageurs français, soit traduits, et c'est le cas notamment des extraits des textes de Cook qui sont donnés, et qui sont donnés en traduction bien sûr. Et voilà, je l'ai parcouru, je n'ai pas passé, j'allais dire je n'ai pas eu le temps, non, je n'ai pas pris assez de temps, hein, il faut toujours quand même que je dise que je suis un gros feignant, donc je dois l'avouer, donc je n'ai pas pris le temps d'assez regarder en détail certains de ces textes-là, mais enfin le livre est à la BU, je sais que je peux le reprendre. Et puis 2 autres livres plus gros, toujours dans cette optique-là, 2 choses, tout d'abord ce texte de Jules Verne, Les navigateurs du XVIIIe siècle à la découverte de la Terre, que j'ai commencé par lire, puis que j'ai plutôt parcouru pour la suite. C'est dans une collection que je ne connaissais pas, une collection Géo, en fait, publiée par le magazine Géo, qui est très agréable à lire, avec une très jolie typographie sur 2 colonnes, beaucoup d'iconographie, de belles images, ce qui n'est pas désagréable, des gravures d'époque, des peintures d'époque. Jules Verne, et je ne connaissais pas du tout ce texte de Jules Verne fait une sorte de synthèse, là aussi, hein, pareil, sur tous les différents découvreurs, hein, tous des îles australes et la navigation, et ce moment très important de la navigation scientifique et malgré tout militaire aussi, et politique à la fois. C'est souvent en fait du résumé, alors notamment sur James Cook, il se contente vraiment de, non pas de traduire, mais de traduire / résumer les journaux du capitaine Cook. C'est pas toujours très intéressant, je dois l'avouer. Il y a quelques pages qui sont intéressantes sur la critique qu'il fait en fait de Cook, où les moments où il élabore sur ce qu'est le génie de Cook, et puis les moments où il élabore évidemment de manière un petit peu quand même anglophobe sur les défauts de l'expédition de Cook. C'était intéressant à cet égard-là, mais je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose pour mon cours, contrairement à cet ouvrage vraiment très important que je réemprunterai, James Cook et la découverte du Pacifique, qui correspond à une exposition qui a été faite il y a quelques années au musée historique de Berne en Suisse, et donc c'est publié aux éditions de l'Imprimerie nationale, James Cook et la découverte du Pacifique, et alors là-dedans, il y a des textes écrits par des spécialistes qui sont vraiment très très bien, il y a l'exposition faisait vraiment le point sur tout ce qui est au centre vraiment du cours, tout ce qui va poser les sous-bassements de la question de ces voyages du capitaine Cook, c'est-à-dire le côté scientifique, l'ambiguïté entre tous les côtés maritimes et scientifiques d'une part, et puis évidemment politiques et coloniaux de l'autre. C'est très intéressant, une très riche iconographie. Je vais juste montrer, parce que c'est pas seulement, ça n'est pas banal.
Ça n'est pas évidemment le seul élément, mais par exemple, voilà, moi je vais utiliser ces cartes qui sont les meilleures cartes que j'ai trouvées des voyages du capitaine Cook. Là, je vous montre juste le premier voyage et le deuxième voyage. Et si vous regardez un peu en détail, vous verrez que ces cartes, évidemment, prennent le globe en mettant au centre l'Amérique du Nord. Et c'est très intéressant en fait de représenter les voyages de Cook de cette manière-là. En plus, les codes couleurs sont très pertinents. Et ça permet vraiment de faire le point sur la chronologie autant que sur la dimension spatiale de ces voyages. Mais c'est juste, je vous montre juste ça, mais ce catalogue est vraiment très riche. Et si vous vous intéressez à ces questions-là, je vous conseille vraiment d'essayer de mettre la main sur ce catalogue. Pourquoi pas en bibliothèque, parce qu'il coûte quand même la bagatelle de 40 €. J'en termine du capitaine Cook et je vais vous parler du reste des livres que je rends aujourd'hui. Le bréviaire d'un traducteur de Carlos Batista. Carlos Batista qui est notamment un des traducteurs d'Antonio Lugo Antunes, c'est pour ça que ça m'a intrigué. Bon, le livre n'est pas très intéressant, c'est une série d'aphorismes sur la traduction. Je pense que ma collègue Claire Placial, qui fait presque une sorte de collection des métaphores du traduire, serait intéressée par ce livre-là, mais il se peut qu'elle l'ait déjà lu, ça ne serait pas du tout étonnant. Voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu superficiel, un peu vain, pas très intéressant. Un livre que je ne l'ai pas lu parce que je l'avais emprunté pour ma mère, Love Medicine de Louise Erdrich, mais vu ce qu'elle m'en a raconté, ça m'a plutôt donné envie de le lire. Donc dans un futur peut-être pas très proche, mais à l'avenir, j'essaierai de m'intéresser à ce texte de Louise Erdrich. Mon petit chouchou, A Novel of Thank You de Gertrude Stein, que j'avais à nouveau emprunté pour la énième fois, et que je rends pour la énième fois. Et enfin, 2 livres récents des éditions POL, Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam, dont on a beaucoup parlé, je crois qu'elle a dû avoir le prix du livre inter là, en 2019, mais on en avait beaucoup parlé lors de la rentrée littéraire précédente. Je n'avais pas été particulièrement tenté, et puis à force de voir quand même tout le monde parler de ce livre-là, je l'ai emprunté, ça m'a permis d'économiser 19 €. Bon, je ne suis pas toujours aussi sourcilleux sur mon argent quand il s'agit d'acheter des livres, mais voilà, là en l'occurrence il était à la BU, donc je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai eu raison parce qu'en fait, il m'est tombé des mains au bout de 40 pages, ça m'a insupporté en fait, donc voilà, donc je ne recommande pas du tout ce livre, je ne suis pas entré dedans et j'ai pas du tout compris, peut-être parce que je ne suis pas allé assez loin, mais j'ai pas réussi à aller plus loin que la 40 ou la 50e page, je n'ai pas très bien compris ce qu'on trouvait à ce livre. Et on termine avec, ça je savais que j'aimerais, que ça m'agacerait, que ça m'exciterait intellectuellement et globalement que ça me plairait, un livre de Dominique Mince, L'île lisible, et avec une 4e de couverture extrêmement minimaliste, du signifiant dans la nature à 2 pas de chez soi. C'est un livre que Dominique Mince consacre à quoi? Je l'ai lu en juillet en Bretagne. C'est la suite d'un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pour le coup dans ma bibliothèque, Mes langues au sel. C'est le 2e d'une série qui s'appelle Du signifiant dans la nature. Et c'est un ouvrage, comme toujours chez Dominique Mince, un ouvrage d'érudition, de poésie expérimentale, de réflexion, un ouvrage dans lequel il faut accepter de se laisser perdre, dans lequel il faut accepter d'être moins intelligent que l'auteur et parfois de ne pas comprendre, ou alors de comprendre et de s'agacer des raccourcis aussi, des raccourcis esthétiques ou intellectuels de l'auteur, mais c'est vraiment un companion book, un essai un peu à la manière de Montaigne, mais aussi presque un poème à la façon des grands poèmes de la fin de Ponge, hein, le savon, le mimosa, la figue, comment une figue de parole et pourquoi de Ponge. Moi je pense souvent à ça quand je lis Dominique Mince. Là en l'occurrence le sujet, d'où le titre avec le jeu de mots L'île lisible, c'est le sens que l'on peut donner aux traces que la marée laisse sur les rivages. Voilà. Dominique Mince se représente et se décrit et s'autobiographise en dénicheur de traces, quelqu'un qui réfléchit sur cette question des traces. Il y a des passages vraiment absolument étonnants, il invente des dialogues avec des doubles fictifs, il réfléchit beaucoup à partir de Lacan aussi. Je cherchais un extrait à lire, ça n'est pas forcément très facile. Mais voilà, c'est pour dire, bon, il y a quelques photos aussi qui correspondent au sujet du livre. Je ne suis pas sûr de trouver un extrait pertinent. Et puis bon, sur toute la dernière partie, il réinvente un Prométhée. Voilà, donc ça part dans tous les sens un peu. C'est très érudit, c'est très intelligent, c'est parfois très agaçant.
Mais pour le coup, voilà, je préfère ça à un roman un petit peu comme ça, léché, avec un programme un peu homogène et qui va tout droit. Donc là, ça ne va pas du tout tout droit, ça part dans tous les sens. Et moi, j'aime énormément ça. Allez, je vais quand même essayer d'en lire un extrait. Une des choses que j'aime beaucoup chez Dominique Ménez, c'est que non seulement, évidemment, il aime beaucoup la littérature et l'histoire des idées, mais il aime beaucoup, c'est un très grand ornithologue. De même, sur nos plages, parfois rien, de l'illisible buté, où c'est la conclusion qui nous est donnée d'entrée, sérieuse ou non, sérielle ou non, du lisible, rien de plus, rien de moins. Si vous ne le voyez, tant pis, si vous souffrez de le voir, tant pis. Comme s'il fallait en rajouter sur le rouge des coquelicots, le délire des orchidées, le trait percussif de la bouscarde et le manque de sérieux du rossignol. Oui, la question qui travaille ce bouquin est celle-ci, qu'est-ce que l'écrit, qui permet de dire il y a une autre possibilité du langage, et c'est l'écriture. Lacan. Je cherche au long de mes plages la différence entre l'écrit et le lisible, entre le lisible et le visible. Mercredi dernier, comme je marchais dans l'illisible butée d'une marée particulièrement brouillonne, comme je marchais sans trouver à me déplacer d'un tas de signifiants à un autre et que la dune trempée, terriblement verte et furieusement fleurie insistait dans cette absence, je me mis à souffrir sans le savoir. Comme souffrir un temps les aborigènes de ne pouvoir autrement qu'avec douleur voir des éoliennes. Ces éoliennes s'imposaient, ils les voyaient, mais elles ne leur étaient en rien lisibles, et pire encore, cette transformation d'un trio de branches tordues en orbes était en contradiction flagrante avec leur façon de voir. Je vous laisse sur cet extrait, d'autant que ça se remet à gueuler dans la salle à côté. Allez, c'était Je rends des livres numéro je sais pas combien, et vous le savez parce que au moment de transférer sur YouTube, je vais mettre le numéro d'ordre. Allez, à la prochaine.